Eh bien voilà, il est midi pile. Donc bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont entrés entre mes premiers mots et maintenant. Donc c'est avec moi que vous allez être pendant 15 minutes pour aborder le sujet de la concurrence entre le travailleur et son employeur. Vous connaissez maintenant le principe des webinaires. 15 minutes, 5 slides et 3 questions. Vous pensez déjà à vos questions d'ici la fin du webinaire. On essaye de tenir le timing. Alors, un grand sujet, la concurrence entre la concurrence d'un travailleur par rapport à son employeur. On se rend compte avec l'évolution de la société qu'il y a de plus en plus de travailleurs qui ont, par exemple, une activité indépendante en complément de leur activité de salarié, et c'est très bien, mais dans quelle mesure le travailleur peut-il faire une certaine concurrence à son employé? Donc, par principe, il y a la liberté de travail, on travaille où on veut, il y a la liberté d'entreprendre, on a le droit de devenir indépendant, mais il y a certaines limites qui peuvent être mises à la concurrence d'un travailleur par rapport à son employeur. Ces limites sont fixées tant par une clause de non-concurrence qui serait présente dans le contrat de travail que par la loi sur les contrats de travail et puis par le principe de l'exécution des bonnes foi des conventions prévues par le Code civil. Alors, qu'est-ce que c'est une concurrence déloyale? Alors, déjà, la concurrence déloyale, c'est vraiment que dans toute concurrence, on doit faire preuve de comportement honnête, de pratiques honnêtes. On le fait tant dans le milieu commercial que dans le cadre d'un travailleur qui fait de la concurrence à son employeur. Donc, à tout moment, le travailleur doit se comporter de manière honnête vis-à-vis de son employeur. Sera déloyal le fait d'avoir des comportements fautifs, par exemple, le fait de transmettre des informations d'une entreprise envers une autre pour laquelle on travaillerait comme indépendant complémentaire, par exemple, ou une concurrence déloyale, c'est également utiliser les clients qu'on acquiert au niveau de l'activité professionnelle en tant que salarié pour s'en faire des propres clients à titre d'indépendant ou les renvoyer vers une entreprise qui est concurrente. À côté de ces comportements qui sont fautifs, on peut aussi faire preuve de manœuvres fautives, c'est-à-dire que lors de l'exercice de son activité, le travailleur qui fait de la concurrence va œuvrer par ses mots, par son attitude, de manière à ce que finalement le client n'aille pas auprès de l'entreprise de l'employeur, mais aille vers une entreprise tierce pour laquelle il aurait, par exemple, des parts. Donc, la concurrence déloyale, ça va être vraiment l'utilisation de moyens illégaux, la volonté de nuire, le dénigrement, la confusion, mais comme je viens de le dire aussi, le détournement de commandes, voire de clients. Donc ça, c'est le grand principe de la concurrence déloyale. Alors, la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail prévoit que le travailleur a l'interdiction de faire preuve de concurrence vis-à-vis de son employeur. Il va y avoir une différence entre la concurrence pendant l'exécution du contrat et la concurrence après la fin du contrat. En tout état de cause, la concurrence loyale ne sera autorisée qu'après la fin du contrat, sauf si, dans le contrat de travail du travailleur, il y a la présence d'une clause de non-concurrence. Clause de non-concurrence. Par contre, la concurrence loyale est interdite pendant l'exécution du contrat, sauf si on a explicitement l'accord de l'employeur. Et donc, de temps en temps, nous, on voit des contrats de travail qui reprennent une clause de non-concurrence. J'y reviendrai un petit peu plus loin dans ce webinaire. Pour être valable, la clause de non-concurrence doit répondre à certains critères très précis. On ne peut pas mettre une clause de non-concurrence dans le contrat de travail sans tenir compte de ces conditions. Donc, il ne peut pas y avoir par défaut dans tous les contrats de travail que vous faites signer une interdiction de clause générale de clause de non-concurrence après la fin du contrat. Par contre, vous pouvez imposer pendant la durée du contrat que le travailleur ne peut pas vous faire concurrence. Ça ne veut pas dire que le travailleur ne peut pas avoir une activité professionnelle annexe pendant l'exécution de son contrat. Donc, de la même manière, dans toute une série de contrats de travail, nous voyons des clauses où le travailleur est purement et simplement interdit de faire une autre activité pendant l'exercice de son contrat de travail, pendant l'existence de son contrat de travail. Ça, c'est une clause qui est illégale. Je vous prends un exemple. On peut prendre des collaborateurs chez moi au niveau de Legal PME, par exemple. Nous avons des juristes. Si une des juristes souhaite donner des cours de musique comme indépendante après
la fin de ses heures de travail. Quelque part, elle exerce une activité professionnelle, mais cette activité professionnelle ne peut faire pas concurrence à l'égal payé et par conséquent, en tant que dirigeante, en tant que responsable, je ne peux pas lui interdire d'exercer cette activité. À l'inverse, ce sont des juristes. Nous travaillons, comme vous le savez, pour les entreprises de manière générale. Si une de mes collaboratrices décide d'exercer une activité de conseil juridique pour des entreprises en dehors de son contrat de travail, là, elle commence à faire concurrence à l'égal payé et dans ce cas, ne pourra pas exercer ce travail-là. Je pourrais lui interdire et on verra si elle le fait quand même qu'il peut y avoir des sanctions. Donc, tout est une notion de mesure. La question qu'on voit parfois également dans le contrat de travail, dans la manière dont est rédigée la clause dans le contrat, voire dans le règlement de travail, c'est que le travailleur a l'obligation de demander l'autorisation d'exercer une activité professionnelle annexe à son employeur. De la même manière, l'employeur ne peut pas interdire à un travailleur d'exercer une activité qui ne serait pas concurrence. Par contre, on peut demander d'en être informé. Pourquoi être informé? Parce que l'activité annexe pourrait avoir un impact sur l'exercice de l'activité salariée. Il faut donc être vigilant. Donc ça, c'est la notion de concurrence loyale ou déloyale. Je reviens au slide que vous avez sous les yeux. La concurrence déloyale, elle, est interdite tant pendant le contrat qu'après la fin du contrat. Donc, pour revenir à la notion de déloyale, c'est tout ce qui est manœuvre interdite, manœuvre frauduleuse, renvoi de clients à gauche ou à droite. Et imaginons, après la fin du contrat, c'est ce qu'on pourrait appeler le vol de clients. On a un travailleur qui va rappeler tous les clients qu'il a traités pendant qu'il était sous contrat de travail pour les avoir pour lui directement ou pour une entreprise concurrente à celle de son ancien employeur, c'est strictement interdit. Il faut donc être vigilant. Alors, j'ai un petit peu parlé de la clause de non-concurrence. Cette clause de non-concurrence, on les voit malheureusement dans beaucoup de contrats de travail. On parle ici de la clause de non-concurrence pour une non-concurrence après la fin du contrat. Donc, j'ai parlé un petit peu de la clause pendant la durée du contrat. On peut être informé d'une activité et on peut interdire la concurrence pendant la durée du contrat. Dans certaines mesures, on peut interdire de faire concurrence à son employeur après la fin du contrat. Cette clause doit répondre à certains critères très spécifiques. La première, c'est qu'elle doit être écrite, c'est-à-dire qu'elle doit être dans le contrat de base du travailleur ou dans un avenant éventuellement. Il y a ensuite une notion de rémunération. Pour pouvoir avoir une clause de non-concurrence qui est valable, il faut que la rémunération brute annuelle du travailleur, donc la totalité de sa rémunération annuelle brute, soit au-delà de 41 969 € par mois pour certaines fonctions qui sont déterminées par le secteur. Et donc, toutes les fonctions ne peuvent pas avoir une clause de non-concurrence. Et si la rémunération est supérieure à 83 939 €, là, la clause de non-concurrence est toujours valable, sauf si elle est expressément exclue par le secteur. Donc, premier critère, c'est écrit. Deuxième critère, une rémunération annuelle brute assez élevée. Donc, une rémunération de 35 000 €, ça ne marchera pas. Et troisième élément, c'est qu'elle doit être limitée géographiquement. On ne va pas pouvoir interdire à quelqu'un d'exercer toute activité partout dans le monde. Il va falloir que ce soit la zone géographique qui est la zone géographique d'activité du travailleur ou de l'entreprise précédente. En contrepartie de cette clause de non-concurrence, de la même manière, pour être valable, c'est bien de mettre une clause de non-concurrence, mais l'employeur va devoir payer une indemnité compensatoire. C'est-à-dire que je t'impose de ne pas travailler, de ne pas pouvoir travailler exactement dans un certain secteur géographique pendant un certain délai, etc. Mais en contrepartie, je dois te payer une indemnité. Ça veut dire que l'employeur indemnise le fait que le travailleur n'a pas le choix, un choix illimité dans les fonctions qu'il va pouvoir faire ou dans le lieu où il va pouvoir travailler. Donc, c'est souvent là que le bât blesse, c'est qu'on met une clause de non-concurrence, mais on n'a pas forcément envie de payer quelque chose au travailleur pour qu'il ne nous fasse pas concurrence. Mais pourtant, si, c'est la loi. Quatrième critère, c'est que la clause de non-concurrence doit être limitée à une période de maximum 12 mois. Donc, pas question de mettre une clause de non-concurrence qui prévoirait 24 mois pendant lequel le travailleur ne peut pas faire concurrence. Et elle doit être limitée à une activité spécifique et similaire.
Je reviens sur ce point qui est important. Ça veut dire que la clause de non-concurrence doit non seulement viser les activités qui seraient faites par une entreprise qui a une activité économique similaire, mais également la fonction que le travailleur aurait doit être similaire. Exemple, on aurait, je prends un exemple d'un juriste, eh bien ce serait à une activité similaire à l'égal PME, mais aussi une activité juridique. Si un travailleur qui est juriste va dans une entreprise dont l'activité serait similaire à l'égal PME, mais par contre qui va faire le chef de projet ou qui va faire le téléphoniste ou qui va simplement diriger l'entreprise, ce n'est pas une activité similaire dans le chef du travailleur. Donc ce n'est pas une fonction similaire. Il y a deux cas dans lesquels les critères de non-concurrence ne soient pas applicables. On ne doit par exemple pas payer l'indemnité compensatoire, c'est si le travailleur a moins de 6 mois d'ancienneté ou s'il a commis une faute grave, alors cette clause de non-concurrence pourrait être applicable même sans respecter tous les critères. Alors, quelles sont les sanctions si un travailleur vous fait concurrence à son employeur? Le premier, c'est que s'il y a une clause de non-concurrence valable dans toutes ces conditions reprises dans le contrat, le travailleur devrait rembourser l'indemnité compensatoire que vous lui avez payée pour le fait qu'il ne travaille pas. Donc, je rappelle, cette indemnité vise à couvrir le fait que le travailleur ne peut pas travailler dans les conditions dans lesquelles il le souhaiterait. L'employeur peut en outre exiger éventuellement une réparation supplémentaire si le dommage est plus élevé que l'indemnité compensatoire qu'il aurait payée. Si le travailleur vous fait concurrence pendant la durée de ce contrat, la première chose, c'est de faire une mise en demeure pour lui demander d'arrêter son activité. Ensuite, l'employeur peut exiger une indemnité des dommages et des intérêts. La jurisprudence a déjà reconnu que c'était une faute grave d'exercer une activité concurrentielle à son employeur ou de participer à la création d'une entreprise qui serait concurrentielle à son employeur. Donc, on peut licencier pour faute grave. Et dernière sanction pour la concurrence pendant la durée du contrat, c'est qu'on pourrait demander en tant qu'employeur une action en cessation de l'activité concurrente en référé auprès des tribunaux. Troisième possibilité, c'est votre travailleur vous fait concurrence après la fin du contrat. Là, vous n'avez plus la possibilité de licencier pour faute grave. Dans ce cas-là, vous pourriez faire une action en cessation de l'activité concurrente, pour autant que cette concurrence soit bien déloyale ou qu'il n'ait pas une clause de non-concurrence. Vous pouvez également exiger des dommages et intérêts. Voilà, nous sommes déjà au bout de nos 5 slides. C'est court, 15 minutes, c'est très court également. Je vous propose, si vous avez des questions, de me faire parvenir vos questions via le chat, via la discussion de webinaire que vous avez au niveau de votre écran. S'il n'y a pas de questions, c'est que j'estime que j'ai été claire et que je peux continuer. Donc, je vous laisse quelques secondes pour me faire parvenir vos questions si nécessaire. Alors, j'en profite pour vous rappeler qu'on a nos livrets périodiques. Il y en a parmi vous, j'ai vu les participants qui sont déjà abonnés et qui nous font confiance, ça fait très plaisir. Le prochain qui va sortir, qui est parti à l'épreuve, donc ça va être ici tout début du mois d'octobre, concerne le monde numérique de la PME et l'intelligence artificielle, parce qu'on a de plus en plus de questions à ce sujet-là. Donc, je vous invite à le demander, le commander si vous le souhaitez et éventuellement vous abonner également. On essaie d'avoir des sujets qui concernent les entreprises de manière générale, mais de manière très pratique. Nos prochains webinaires auront lieu au mois de décembre seulement. Et grande nouveauté, à partir du mois de novembre, nous lançons des formations en petits groupes pour aborder des sujets toujours au cœur de l'entreprise. La première, ce sera le 28 novembre, ce sera le droit à l'image et le RGPD. Beaucoup de travailleurs se posent des questions relatives à l'utilisation de leur image par leur employeur. De la même manière, des employeurs se demandent s'ils peuvent utiliser ou non l'image de leur travailleur, qui, que, quoi, comment. Et donc, Alexandra passera du temps à faire tout cela avec vous. Ensuite, nous allons enchaîner sur le webinaire du mois de décembre, sur le secret professionnel. Et puis, vous avez la suite de l'agenda. De toute façon, toutes ces dates sont sur notre site web, sur legalpm.be. S'il n'y a toujours pas de questions, il me reste à vous souhaiter un très bon appétit et à tout bientôt.